Bonjour, dans un premier temps, nous voudrions présenter nos vifs remerciements à notre professeur Beklawi Kamal pour son soutien et son suivi tout au long de cette pandémie. Notre équipe, composée de moi-même, Maher Oumeima, Arhouni Mohamed Saïd, Sarrokh Soukaina et Zari Wafa, a l'honneur et le plaisir de présenter notre sujet devant vous. Pour ce faire, on a opté le plan suivant. Premièrement, une petite introduction. Deuxièmement, la recherche de la périodicité. Troisièmement, la chaîne alimentaire. Et finalement, une petite conclusion. La maintenance dans une entreprise industrielle est d'une importance capitale pour maintenir des équipements en état de bon fonctionnement. Afin d'évaluer l'efficacité de n'importe quelle entité, la fiabilité que constitue un outil incontournable et s'intéresse à tout ce qu'il faut faire pour qu'un produit fonctionne sans défaillance ou avec une fréquence de défaillance suffisamment faible. Commençons alors par la recherche de périodicité. Pour notre problématique, sur une machine d'insertion automatique de composantes électroniques sur des circuits imprimés, comme on voit sur le schéma, la rupture de doigt de préhension des composants situés à l'extrémité d'un bras manipulateur provoque des arrêts importants. Changement des doigts, réinitialisation de la machine, réglage. Le service maintenance décide alors d'étudier la fiabilité de ces éléments en vue d'instaurer une action de maintenance préventive systématique les concernant, sachant que l'entreprise possède 14 machines d'insertion automatique de composantes électroniques. Dans un premier temps, on va étudier le taux de défaillance. Le taux de défaillance est une caractéristique de fiabilité couramment utilisée dans l'industrie car il caractérise la vitesse de variation et de fiabilité au cours du temps. Il y a deux façons de le calculer pratiquement selon que le matériel est unique et réparable ou alors qu'on dispose d'un lot de matériel identique. Pour notre cas, on a 14 machines identiques d'insertion automatique de composantes électriques à l'instant t égale à 0. Alors, à chaque instant t, on peut relever le nombre de machines survivantes. Dans ces conditions, le taux de défaillance moyen pendant un intervalle de temps delta s'écrit comme suit. Le nombre de matériel défaillant durant delta t sur le nombre de matériel en service au début de delta t fois delta t. Toujours dans l'étude de taux de défaillance, le tableau suivant représente les différentes valeurs de taux de défaillance au cours des différents intervalles. Par exemple, dans l'intervalle 0-150, comme delta t on a 150, le nombre de matériel en service au début de delta t c'est 14, le nombre de matériel défaillant pendant delta t c'est 1, ce qui nous a donné le taux de défaillance écrit sur le tableau pour cet intervalle. Donc, afin de déterminer l'évolution de ce dernier, on le représente en fonction de temps. Et voilà, alors comme vous saviez que l'allure de taux de défaillance en fonction de temps est une courbe en baignoire, où on repère trois zones. La zone numéro 1, c'est la zone de jeunesse pendant laquelle le taux instantané de défaillance décroît rapidement jusqu'au minimum. La zone numéro 2, c'est la zone de maturité, pendant laquelle le taux instantané de défaillance est pratiquement constant. Et finalement, la zone de vieillissement, pendant laquelle cette période, le taux de défaillance croît rapidement. D'après notre courbe, on constate qu'on a une évolution rapide de taux de défaillance, ce qui montre que cette courbe met en évidence la période de vieillissement de la machine. L'étude de la fonction fiabilité. La connaissance de l'évolution de taux de défaillance nous aide à mettre en place une politique de maintenance. On parlera alors de la maintenance basée sur la fiabilité. L'analyse de la fiabilité constitue une phase indispensable dans toute étude de certitude de fonctionnement. Aujourd'hui, elle est devenue un paramètre clé de la qualité et d'aide à la décision. Alors, que signifie la fiabilité ? La fiabilité, c'est l'aptitude d'un bien à accomplir une fonction requise pour satisfaire les besoins des utilisateurs dans des conditions données durant un intervalle de temps donné. Elle se traduit donc par la probabilité qu'un bien fonctionne correctement, sans panne ou avec une faible fréquence de défaillance dans des conditions données et durant des intervalles de temps spécifiques.
En effet, la fiabilité s'applique aussi bien à des grands nombres de dispositifs identiques qu'un dispositif unique. Alors, pour notre étude, disposer de 14 machines identiques mises en service à un instant t égal à 0 et travaillent dans des conditions qui sont identiques, bien qu'on ait une étude statique des différentes défaillances dans chaque intervalle de temps. Alors, la fonction de fiabilité sera calculée par la relation suivante. Elle sera égale au nombre de matériel en service au début de chaque intervalle divisé par le nombre initial de matériel. On va passer maintenant à calculer la fonction fiabilité pendant les différents intervalles de notre étude, tels que le tableau suivant met en évidence les différents intervalles de notre cas, le nombre de matériels défaillants dans chaque intervalle, ainsi que le nombre de matériels sans défaillants au début de chaque intervalle de temps. Et à l'aide de la relation précédente, on va calculer les différentes valeurs de la fonction de fiabilité dans chaque intervalle. Toujours dans le calcul de la fonction de fiabilité. Pour donner une vision plus claire sur ce calcul et sa valeur pendant le début de chaque intervalle, qui donne une indication sur la probabilité pour qu'un ensemble de machines fonctionne jusqu'à un instant t, on a établi le tableau suivant. Par exemple, un instant t égale à 0, on est encore au début de lancement, donc pas de défaillance. Les 14 machines sont en service. Et par suite, la probabilité pour que les machines fonctionnent jusqu'à l'instant t est égale à 150 et de 100%. Par contre, à l'instant t est égal à 450, après une suite de défaillances, on n'a que cette machine en condition. Donc, la probabilité pour que les machines accomplissent leur fonction jusqu'à la fin de cet intervalle, c'est seulement 50%. Alors, ça se voit bien que la fiabilité diminue avec la diminution du nombre de machines. La courbe suivante présente l'évolution de la fiabilité au cours du temps. Et comme on a vu précédemment que les machines sont soumises à des mécanismes de dégradation dus aux conditions de fonctionnement et d'environnement, et plus précisément, on a des machines qui sont en phase de vieillissement, ce qui provoque une diminution du nombre de machines en condition au fur et à mesure que le temps d'utilisation augmente, ce qui montre bien que la fiabilité diminue aussi. Donc, afin d'instaurer une action de maintenance préventive systématique, on va déterminer la périodicité de changement systématique. On passe maintenant au choix de la périodicité du changement systématique de cette machine. Donc, l'étude de taux de défaillance et de la fiabilité de ces 14 machines est faite afin d'instaurer une action de maintenance préventive systématique qui a pour but de réduire au maximum la probabilité de défaillance de l'équipement en service et donc d'augmenter la fiabilité et la durée de vie efficace de chaque machine. Il s'agit bien d'une maintenance systématique, donc se traduit par l'exécution sur un équipement à des dates planifiées. Et comme on a vu précédemment, la courbe de taux de défaillance montre que le changement systématique des doit être envisagé et donc on doit déterminer la périodicité de ce changement. Cette périodicité sera déterminée à partir de la connaissance des lois de fiabilité des machines et donc sera déterminée graphiquement. Elle correspond à une fiabilité de 90%. Donc, une simple projection sur la courbe de la fiabilité, on trouve que cette périodicité est égale à 200 heures. Et comme l'entreprise travaille 16 heures par jour, donc la périodicité pour une fiabilité de 90% sera 12 jours. Toujours dans le choix de la périodicité du changement systématique, on a le changement systématique des doigts aura lieu hors production et sera d'une durée approximative de 2 heures. L'entreprise travaille 16 heures par jour, 5 jours par semaine, dont on exclut le congé de samedi, dimanche et les jours fériés, et ferme durant le mois d'août de 1 au 28. Le dernier changement a eu lieu le 5 avril, avant le démarrage de la production. Donc, les dates systématiques de changement des 6 prochains mois seront après chaque 12 jours. On prend en considération toutes ces conditions. Donc, puisqu'on a le premier changement aura lieu le 5 avril, donc c'est on compte 12
jours et on exclut les samedis et les dimanches. Donc le deuxième changement aura lieu le 21 avril. Ainsi de suite pour les autres dates de changement. On suit la même règle. On compte 12 jours et on exclut les samedis, dimanches et les jours fériés. Et on obtient le calendrier suivant. Donc, le prochain changement aura lieu le 9 mai. Ensuite, 27 mai, 14 juin, 30 juin, 19 juillet, 1 septembre et 19 septembre. Donc, ce calendrier présente les différents jours du changement systématique. On constate que la maintenance systématique régularise l'activité de changement des droits de l'entreprise, ce qui peut diminuer les arrêts fourniture. Donc, comme une synthèse sur cette étude, les opérations de maintenance, quel que soit le genre considéré, sont liées au caractère de la durée de vie et par suite aux caractéristiques de taux de défaillance et fiabilité, qui a tendance à diminuer avec le nombre de machines face aux défaillances. On a bien constaté que notre équipement est en phase de vieillissement, la phase où on a plus d'usure. Et afin d'éliminer cette période, on a utilisé un remplacement systématique qui a pour durée de périodicité de 12 jours. L'avantage de ce dernier est de régulariser la charge de travail, diminuer les temps d'arrêt et donc d'améliorer la disponibilité et la fiabilité afin d'exploiter les machines au maximum de ses possibilités. On passe maintenant à l'étude d'une chaîne alimentaire. L'objectif de cette étude est d'analyser des temps d'arrêt d'une ligne de fabrication de gâteaux fourrés sur une période de fonctionnement et suivant le résultat de cette analyse, une décision concernant la maintenance de cette ligne de fabrication sera prise. Donc, le principe de fonctionnement de cette chaîne est comme suit. Deux bandes de pâte, le fond et le dessus du biscuit sont mis à épaisseur par laminage. Le fond est formé rempli de mélange garniture par les pulvérisateurs, assemblé avec le dessus par des coupes et pressages. Le gâteau fourré est repris à l'entrée du surgélateur où il est stocké, comme montre la chaîne suivante. Alors, l'analyse de cette ligne de production repose sur la répartition des causes de défaillance en fonction de leur fréquence d'apparition, où se pose la question quels sont les sous-systèmes les plus pénalisants en fonction des temps d'arrêt. Pour cela, on va utiliser le diagramme de Pareto, qui repose sur le principe de 20% des causes provoquent 90% des défaillances. Et il a pour but d'indiquer quels problèmes il faut traiter en priorité pour éliminer les défauts et améliorer la procédé de réalisation. Selon l'historique qui a fait apparaître pour chaque sous-système les temps d'arrêt, on élabore le diagramme de Pareto. Quand vous avez constaté que cette analyse sera faite à l'aide de diagrammes de Pareto qui représentent l'importance de différentes causes d'un phénomène et qui nous permet de mettre en évidence les causes les plus importantes sur le nombre total des faits et aussi de prendre des mesures ciblées pour améliorer la situation. Donc, alors, voilà le tableau suivant qui présente les différents calculs faits pour réaliser ce diagramme. Voilà. Dans un premier temps, on doit définir les critères d'analyse qui consistent dans les temps d'arrêt des sous-systèmes. Plus suivant ce critère, on va classer par ordre décroissant les sous-systèmes afin de tracer la courbe. Donc l'analyse de la courbe nous permet d'observer l'apparition de trois zones. Il y a la zone A. Dans la zone A, 30% des sous-systèmes cumulent 70% des heures d'arrêt. Dans la zone B, 30% des sous-systèmes cumulent 21% des heures d'arrêt. Et enfin, la zone C, 40% des sous-systèmes cumulent 9% des heures d'arrêt. Alors, d'après l'analyse précédente, les sous-systèmes dans la zone A doivent en bénéficier en priorité des interventions du service de maintenance.
Ceux concernés sont reprise vers le surgélateur, laminoir R2B et alimentation en fournure. Donc, afin d'affirmer les résultats avant de prendre des décisions, une étude sera faite au sous-système. On fait l'application de la loi de Pareto à l'analyse des modes de défaillance de ce système pour mieux décider des actions de maintenance. Le tableau suivant présente l'historique pour chaque mode de défaillance en fonction des temps d'arrêt. Alors, comme précédemment, on va classer les modes de défaillance par ordre décroissant selon le temps d'arrêt afin de tracer le diagramme de Pareto. Voilà, donc ce diagramme montre bien que les modes de défaillance les plus pénalisants sont ceux de la zone A. Tel que pour cette zone, on n'a que 28% des modes de défaillance se traduisant par 72 des heures d'arrêt. Par contre, dans la zone B, on a 28% des modes de défaillance se traduisent par 18% des heures d'arrêt. Et pour la zone C, on a 44% des modes de défaillance se traduisent par 10% des heures d'arrêt. Donc, d'après cette analyse, on constate qu'une amélioration doit être faite, en priorité sur le sous-ensemble reprise vers le surgélateur, et plus précisément sur les deux modes de défaillance de la zone A. Afin de prendre une décision fréquente, nous avons fait l'analyse vue précédemment, qui nous permet de mettre en évidence les sous-systèmes ainsi que leurs modes de défaillance les plus pénalisants. Il est évident que les moyens disponibles doivent être concentrés sur ces équipements afin de réduire significativement le total des heures d'arrêt. Plusieurs types d'actions peuvent être menées en fonction d'une étude approfondie. Par exemple, modification du process, modification structurelle des sous-systèmes ou bien mise en place d'un entretien préventif. Alors, l'étude de cette problématique nous a mené à dire que la politique de la maintenance vise à faire le choix de la méthode de maintenance. Et ce choix ne peut se faire qu'après le recueil et l'analyse d'un nombre important d'informations. Et cette analyse se fait à base de loi de Pareto, qui met en évidence les éléments les plus pénalisants, afin de proposer un changement de mode de maintenance, de mettre des actions en priorité, afin d'améliorer et éviter le maximum de défaillances et assurer la continuité du service. Notre présentation est arrivée à la fin. L'étude des deux cas nous a permis de conclure que la maintenance, bien qu'elle ait un ensemble des opérations de gestion, de programmation et d'exécution, c'est une fonction complexe qui, selon le type de processus, peut être déterminante pour la réussite d'une entreprise. Les fonctions qui la composent et les actions qui les réalisent peuvent être soigneusement dosées pour que les performances globales soient optimisées. Merci pour votre attention.